Bienvenue au château de Beaumesnil, surnommé le Versailles normand. Sa façade tricolore aux couleurs bleu, blanc, rouge, de style typiquement Louis XIII, reprend les matériaux de l'époque. L'ardoise, la pierre et la brique, à l'image de la place des Vosges à Paris. Vous avez propulsé ce monument à la 6e position de votre classement. Vendry Join-Lambert, directeur du domaine, nous ouvre les portes de ce joyau du XVIIe siècle. Ce château, j'y suis particulièrement attaché parce que c'était un château de famille. Nous l'avons vendu en 1926. Et puis, ces dernières années, mon grand-père a écrit ses mémoires. Et donc, il a su me transmettre comme un héritage, finalement, ses souvenirs et les souvenirs de famille qui se sont déroulés ici. En particulier, le mariage de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère ayant vécu ici, pour le coup, et étant née ici. C'est par amour pour sa femme que le baron de Beaumesnil, lieutenant de Louis XIII, a fait construire ce château en 1633. Inspiré du style florentin, sa façade est une ode à la féminité qui marque un courant nouveau au XVIIe siècle. Il y a différentes ornementations, les personnages grimaçants, les masques de la Commedia dell'arte, et puis nous retrouvons aussi ce qui en fait un château typiquement féminin, des coquilles au-dessus des fenêtres, des coquilles de Botticelli, qui est l'expression même de la féminité. Et l'inspiration féminine est omniprésente à Beaumesnil, un sentiment partagé par les 5000 visiteurs qui franchissent les portes du château chaque année. Nous voici dans l'intimité du château de Beaumesnil. Encore une fois, château typiquement féminin. Et il faut rappeler que c'est un château aussi de fête. On y fait des festins. Et, petite anecdote, les cuisines sont en bas, les odeurs de cuisine montent, et c'est très désagréable pour les invités. C'est aussi pour cela que cette cage d'escalier est si grande, avec une ouverture sur le toit qu'on appelle un lanterneau, et qui permettait en fait d'évacuer les odeurs. Vous l'aurez compris, ce lanterneau est en fait l'ancêtre de notre bonne vieille hotte. Bref, au XVIIe, tout le gratin de la région se presse pour assister aux soirées organisées dans les salons du château, car à Beaumesnil, la maîtresse de maison sait mettre l'ambiance. Alors cette salle à manger, elle a été livrée avec une petite option. Cette option, c'est la mezzanine qui est faite pour accueillir des musiciens, de manière à effectivement pouvoir profiter du dîner en musique. Alors, on pourrait comparer ça tout simplement à une chaîne IFI aujourd'hui, mais attention, chaîne IFI HD, même mieux que l'HD parce que là, on est sur du live. Mais Beaumesnil est également un écrin unique, abritant l'une des plus belles collections privées de reliures qui témoignent du travail extraordinaire des relieurs des siècles passés. Cette bibliothèque est intéressante parce qu'elle présente aussi toutes les minutes du procès de Ravaillac, donc l'assassin d'Henri IV. Ici, on peut découvrir des reliures célèbres ayant appartenu à Louis XIV, au pape Clément X ou encore à Marie de Médicis. Finalement, ces reliures, c'est un peu comme la coque d'un portable, d'un téléphone portable. C'est un peu interchangeable. Alors, pas aussi facilement, bien évidemment, c'est du fait main. Mais, par exemple, si un évêque achetait un livre et le faisait relier, il le faisait relier avec ses armoiries d'évêque. Par la suite, s'il devenait cardinal, il le faisait relier à nouveau avec ses armoiries de cardinal. Ce qui fait la beauté de Beaumesnil, ce sont également ses extérieurs, avec ses jardins magnifiques qui auraient été dessinés par Lacquintini, créateur du potager du roi à Versailles. Et c'est sur l'eau que Vendry nous invite, dans un endroit très mystérieux du jardin, interdit au public. Nous sommes ici dans le labyrinthe végétal de buis et d'ifs, qui a été aménagé sur les restes de l'ancien donjon médiéval. C'est complètement extraordinaire. Vous voyez, ces buis et ces ifs, ils ont 200 à 300 ans d'existence. Vous avez vu la taille de ce qui normalement, habituellement, est à la taille de buisson, 1 mètre. Ici, c'est 2-3 mètres, c'est une véritable forêt. Et pour l'entretien, c'est 1 mois de travail à 2 personnes, quelque chose d'immense. À l'autre extrémité du domaine, il existe un lieu qui régalait autrefois les convives de Beaumesnil, le potager, situé dans l'ancienne ferme du château. Vendry y retrouve Frédéric, qui cultive et fait revivre plus de 500 variétés de légumes anciens.
Alors, le chardon-marie, la légende dit qu'on l'a nommé ainsi parce que, comme on peut le constater, il y a des traces blanches sur les feuilles et la légende dit que Marie aurait laissé tomber du lait quand elle nourrissait Jésus. Alors cette plante qui paraît un peu hostile, hein, c'est la famille des chardons, il y a des épines partout. En fait, tout est consommable sur cette plante. Donc les feuilles, on peut les cuisiner en enlevant bien sûr avec un couteau les épines. Les jeunes tiges, on peut les manger en les accommodant comme des asperges. Et les inflorescences, avant qu'elles soient en fleurs, quand on les épluche, on a le cœur qui ressemble au niveau du cœur d'artichaut. Parmi les petits pois, épinards et autres topinambours, Frédéric cultive également un légume moyenâgeux que vous connaissez bien, la fève. Mais à l'époque, elle tient à la table du château un autre rôle beaucoup plus noble. Si on parle aujourd'hui des fèves dans les galettes des rois, c'est tout simplement parce qu'avant, la fève, c'était bien une graine de fève qu'on mettait dans les galettes et celui qui la trouvait était désigné roi ou reine. Au XVIIe siècle, le plus dur n'est pas de posséder la fève, mais de garder sa couronne. Louis XIII, pour protéger la sienne, crée d'ailleurs un corps d'élite légendaire, les Mousquetaires. Chaque année, Vendry invite Michel, champion du monde d'escrime artistique, pour reconstituer les combats de l'époque dans le somptueux parc du château de Beaumesnil. On se battait pour un nom au temps de Richelieu et de Louis XIII. D'ailleurs, Richelieu a interdit les duels. Ça décimait les jeunes nobles. Et dès qu'on se faisait prendre sur un duel, on était passible de la peine de mort. Évidemment, à l'époque, ils ne se battaient pas comme on se bat là, parce qu'on fait durer des duels 2-3 minutes. À l'époque, il y avait sûrement un duel qui durait 20-30 secondes, et il y avait un blessé ou un mort. Je ne vois pas comment c'était possible autrement.